Fondelatte. L'histoire d'aujourd'hui va vous faire revivre les tout débuts de l'aviation en France, aux toutes premières années du XXe siècle. À travers un personnage disparu mais dont le nom pèse encore très lourd dans notre pays, Marcel Dassault. Je vais vous raconter les épisodes fondateurs de son empire. Le premier avion qu'il voit dans le ciel, comment il devient roi des hélices pendant la guerre de 14, et comment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il refuse à plusieurs reprises de collaborer avec l'occupant allemand. Et pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité l'un de ses petits-fils. Bonjour Olivier Dassault. Bonjour Christophe. Comme votre grand-père, vous êtes ingénieur. Comme lui, vous êtes pilote. Et comme lui, vous êtes député de l'Oise. Voilà pour les présentations. On se reparle tout à l'heure. Voici donc mon histoire du jour, réalisée par Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fondelatte. Marcel naît en janvier 1892. Et il ne s'appelle pas Dassault, il s'appelle Bloch. Marcel Bloch, c'est un petit juif. Son père est médecin et sa mère s'occupe de ses 4 enfants. Marcel est le petit dernier, un peu pâlot, un peu chétif. En 5e, Marcel obtient le premier prix de dessin et de récitation. C'est très bien mon Marcel. Ça mérite un petit cadeau. À toi de choisir. Il réfléchit. L'année dernière, il est allé à l'exposition universelle. Et il y a une chose qui l'a emballé, l'électricité. C'est tout nouveau, hein. Jusque-là, on s'éclaire au gaz et au pétrole. J'ai trouvé mon cadeau, papa. Je voudrais une belle boîte d'expérience électrique. Et on lui achète une boîte qui est en vérité un vrai petit laboratoire avec une bobine et un tube de Gessler. Il fait des expériences devant ses copains, ils sont émerveillés. Et comme il a de la suite dans les idées, il intègre une école d'électricité, l'école Breguet, rue Falguière. Et là, un jour d'octobre 1909, Marcel a 17 ans, il est dans la cour de son école, c'est la récréation, il fait beau, il lève la tête et il voit passer un avion. C'est pas courant à l'époque. Louis Blériot a fait sa traversée de la Manche il y a quoi, 3 mois? Mais là, ça n'est pas Blériot qui vole au-dessus de Paris. C'est le comte Charles de Lambert dans un avion des frères Wright. Il vient de décoller de Viry-Châtillon et Marcel, les yeux écarquillés, le voit contourner la tour Eiffel. Il n'avait jamais vu d'avion. C'est la première fois. Il est emballé. C'est ce jour-là que naît sa vocation. Et à partir de là, régulièrement, il va sur le terrain d'Issy-les-Moulineaux, voir voler les premiers avions. La Demoiselle, le Santos Dumont. C'est ça qu'il veut faire. Et peu importe ce qu'en pense son père. Enfin, Marcel, je voudrais que vous fassiez médecine. C'est un bon métier, croyez-moi, et c'est très utile aux gens. Non, papa, je suis désolé, je veux être ingénieur aéronautique. En termes d'audace, c'est un peu comme si aujourd'hui, votre fils vous disait qu'il allait ouvrir une boutique de souvenirs sur la Lune. C'est un métier qui n'existe pas. Et donc il s'inscrit pour la rentrée à l'école supérieure d'aéronautique et de construction mécanique. Et en attendant, pendant tout l'été, il part en stage comme ouvrier chez Panhard, le fabricant de voitures. Après le réglage des moteurs, on le charge d'aller essayer les voitures. Et l'air de rien, c'est une expérience importante parce qu'il découvre une grande usine de l'intérieur. Il s'en resservira. Et donc, à la rentrée, il entre à l'école supérieure d'aéronautique, où il suit un cours de mécanique des fluides, un autre sur les hélices. Ça aussi, ça lui servira bientôt. Il apprend aussi comment fonctionne un ballon dirigeable. Et d'ailleurs, il rédige lui-même un projet de dirigeable. Et il est classé premier. Et quand il sort, le jeune Marcel Bloch file au service militaire, où après 3 mois de classe, il échoue naturellement au laboratoire d'aéronautique.
où on crée des avions expérimentaux, des cerfs-volants pour espionner l'ennemi. Il apprend, il emmagasine. Et il va en avoir besoin très vite parce que c'est à ce moment-là qu'éclate la guerre de 14. Et donc il est mobilisé, mais pas pour aller dans les tranchées. L'armée a besoin de gens qui connaissent des avions. L'armée a besoin d'un bombardier, elle a besoin d'un avion de chasse, et elle a besoin d'un avion de reconnaissance pour aller espionner les Boches. C'est celui-là, l'avion de reconnaissance dont Marcel va s'occuper, le Caudron G3, qui doit être fabriqué par 4 usines différentes. On le charge de coordonner tout ça. Et ça commence par la mise au point d'une liasse de dessins, bien faits, et dans l'ordre. Les premiers G3 partent au combat, sur le front. Et Marcel va attendre les pilotes qui rentrent. Il est avide de leurs remarques. Dis donc Marcel, je réfléchissais à quelque chose. Je pense que ça serait mieux de mettre le pilote à la place du mitrailleur et le mitrailleur à la place du pilote. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce qu'il en pense ? Que c'est une bonne idée. Et donc il refait les plans du fuselage. Le jeune Marcel Bloch est ensuite envoyé sur un autre projet d'avion de reconnaissance, le Farman. Et là c'est autre chose, on le fait voler avec les pilotes. Il doit faire un rapport sur les performances de chaque appareil. Et les pilotes s'amusent bien sûr à faire du rase-motte, à faucher les marguerites et à faire peur aux lapins. Mais Marcel a un peu de temps libre. Et il s'attelle à un truc qui le turlupine depuis qu'il est passé chez Caudron. Les hélices. Elles ont un rendement médiocre. Il faut trouver un moyen de les améliorer. Et donc il se met à dessiner des hélices. Et il décide d'en fabriquer une, en bois. Mais comment faire ? On est en pleine guerre. Et là il se souvient d'un copain d'enfance, Marcel Hirsch. Son père fabrique des meubles. Alors il va le voir. Jeune homme, j'aime beaucoup votre esprit d'entreprise. Je vais vous aider. Je mets à votre disposition l'un de mes ébénistes, et si vous voulez quelques pièces de bois. J'ai du très bon noyer. Ça me paraît très adapté. Marcel apporte ses dessins, et il la cite d'un bout à l'autre à la fabrication de son hélice, qu'il baptise l'hélice éclair. Et dans la foulée, il crée la société Hélice Éclair. Le centre d'essai en vol de Villacoublay lui commande 50 hélices à 150 francs pièce. Et en quelques mois, Marcel Bloch devient l'un des 4 grands fabricants d'hélices de l'époque, en pleine guerre, et en faisant travailler tous les fabricants de meubles du faubourg Saint-Antoine, car il ne fabrique pas lui-même. Pas encore. Et là c'est drôle, parce que c'est presque de l'espionnage. Quand un fabricant d'avions lui commande une hélice, pour calculer le diamètre et le profil, Marcel a besoin des caractéristiques de l'avion à laquelle elle est destinée. Le poids, la surface, la puissance des moteurs, les plans, quoi. Et donc assez vite, il connaît tous les avions, tous. Et donc il se sent capable, à partir de ce que les uns et les autres ont de meilleur, de fabriquer son propre avion. Ce sera un biplace de chasse. Il s'associe avec son copain Henri Potez, qu'il connaît depuis l'école. Il crée la Société d'études aéronautiques en 1917, en pleine guerre. Et ils se lancent dans la fabrication d'un prototype. Ils y mettent toutes leurs économies. Ils commencent par dessiner les plans, ensuite ils louent une petite usine à Suresnes, ils embauchent un contremaître, des ouvriers, et c'est parti. Les premiers essais ont lieu fin 1917. L'armée leur commande, écoutez bien, 1000 avions. On de la raconte, la suite de votre récit. Et puis là-dessus, arrive la fin de la guerre. Et la commande est annulée, bien sûr. Puisque c'était la der des der. L'armée lui dit « Monsieur Bloch, vous pouvez fabriquer des portes ou des brouettes, si vous voulez. Mais des avions, je vous préviens, on n'est pas prêt à vous en recommander, hein ? On n'en aura pas besoin. La guerre est finie.
Bon, eh bien il va lui falloir trouver autre chose. Et à la fin de la guerre, Marcel Bloch met ses rêves d'avion entre parenthèses et il se lance dans l'immobilier. Il achète des terrains, il construit des immeubles et il les vend par appartement. Et il fait ça, tenez-vous bien, pendant 12 ans, comme la plupart des constructeurs d'avions de l'époque. Et puis en 1930, le gouvernement s'aperçoit que les Allemands, eux, n'ont pas lâché l'affaire. Et les Anglais non plus, ni les Américains, ni même les Italiens. Ils ont des avions modernes. La France a pris du retard, beaucoup de retard. Alors Marcel l'aviateur reprend du service. L'État lui commande un prototype d'avion postal, moderne. Et Marcel se dit, fini le bois, fini la toile, je vais le construire en métal. Et il le fait construire par un fabricant de réservoirs. Eh bien, on ne lui en commande aucun. Tant pis, il passe à autre chose. Il loue une petite usine et il se lance tout seul sur ses propres deniers dans la fabrication d'un avion sanitaire pour évacuer les blessés. Très inspiré bien sûr de l'avion postal. Ça lui prend 6 mois. On lui en commande 20. Et puis il enchaîne avec un avion pour les colonies, 6 exemplaires. Et un avion pour Air France, un bimoteur de transport public. Et c'est à bord de l'un de ces avions, baptisé le 220, que Daladier se rend à la conférence de Munich qui va sceller le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Avant la guerre, en 1936, la société de Marcel Bloch est nationalisée par le Front populaire. Il est d'accord. Pourvu qu'on lui permette de continuer à inventer des avions, il est d'accord. Mais il met le pouvoir en garde. On est en retard. Les Allemands ont de l'avance et il est très convaincant puisqu'à la veille de la guerre, les effectifs des usines de Marcel Bloch sont multipliés par 4. 7000 employés, ce qui permet de fabriquer 40 avions par mois. Sauf que les Allemands, dans le même temps, en fabriquent 300 par mois. Vous connaissez la suite ? En juin 40, après une guerre éclair, les Allemands entrent dans Paris. Et on dit, à qui la faute ? Eh bien, entre autres, la faute à Marcel Bloch, à ce juif de Marcel Bloch, qui, avec ses avions, n'a pas été fichu de contrer l'avancée allemande. Assez vite, Marcel sent le vent tourner. Il va se mettre en sécurité avec femme et enfants dans la zone sud, à Cannes. Mais le 6 octobre 1942, il est arrêté à Lyon. Et les Allemands, qui savent que certes il est juif, mais que c'est un génie de l'aviation, viennent le voir plusieurs fois en prison. « Vous ne voudriez pas travailler pour nous, monsieur Bloch ?» Non, il refuse net, parce que de 1, il est patriote, et de 2, il est juif. Pour lui mettre la pression, en mars 44, les Allemands arrêtent aussi sa femme Madeleine et ses enfants. « Vous êtes certain de ne pas vouloir travailler pour nous, monsieur Bloch ? Vous pourriez diriger une de nos usines. Nous vous donnerons tous les moyens. » Non, il ne veut pas, il refuse encore. Et en juin 1944, Marcel Bloch, sa femme et ses enfants sont transférés à Drancy. « Monsieur Bloch, soyez raisonnable. Si vous acceptez de travailler pour nous, nous libérons votre femme et vos enfants aussi. Il n'en est pas question. » Et donc Marcel est déporté par le dernier convoi 1 semaine avant la libération de Paris. Et il arrive à Buchenwald, juif parmi les juifs. Quand il arrive dans le camp, il voit une grande cheminée qui fume. Il demande « Qu'est-ce qu'il faut brûler là-dedans ?»« Oh, vous savez ici, monsieur, on sort plus souvent par la cheminée que par la porte. » Comme les autres, on le fait se déshabiller. Comme les autres, on l'emmène à la douche. Comme les autres, il ressort avec une veste et un pantalon rayé. Sauf que les Allemands, qui n'ont pas encore renoncé à le faire travailler pour eux, ne lui collent pas l'étoile jaune, celle des Juifs. Ils lui collent l'étoile rouge, des prisonniers politiques. Et régulièrement, ils reviennent le relancer. « Si vous ne collaborez pas, monsieur Bloch, votre famille va en payer le prix. » Il refuse, une fois de plus.
À Buchenwald, il y avait une usine qui travaillait pour l'aviation allemande. On y fabriquait des pièces pour les bombardiers V1 et V2. Mais elle a été détruite juste avant son arrivée par un bombardement américain. Ils ne peuvent pas le forcer à collaborer. En revanche, ils pourraient le changer de camp. Ils pourraient l'emmener à Dora, par exemple. Il y a une usine là-bas. Alors Marcel va à l'infirmerie du camp. Il se fait injecter volontairement le virus de la diphtérie. Et du coup, il est intransportable. Mais il est aussi malade. Et je vous l'ai dit, depuis tout petit, il est fragile, Marcel. Et là, avec la diphtérie, il dépérit à vue d'œil. Ses jambes lentement se raidissent. Il va pas tenir. Et c'est à ce moment-là qu'un déporté, un certain Marcel Paul, vient le voir. Il est le chef du réseau communiste de Buchenwald. « Monsieur Bloch, le Parti communiste français nous a donné pour mission de vous protéger. Nous ferons tout pour que vous sortiez d'ici vivant. » La libération arrive et en avril 1945, les GIs pénètrent dans Buchenwald. Et parmi les survivants, ils trouvent Marcel. En France, Madeleine et les enfants apprennent la nouvelle par le frère de Marcel, Darius Paul, devenu à la Libération gouverneur de Paris. Madeleine, j'ai une excellente nouvelle, Madeleine. Marcel est vivant. On l'a retrouvé dans le camp de Buchenwald. Il va être rapatrié, en avion, au Bourget. Et donc un matin, ils vont l'attendre au Bourget. Et ils le voient descendre la passerelle avec un paquetage sous le bras. Maigre, affaibli, malade, mais vivant. Quand il arrive à Paris, il a la diphtérie. Il est quasi paralysé. Il lui faut 3 mois pour s'en remettre. Mais pendant sa convalescence, il n'a qu'une obsession. Reprendre la conception et la fabrication d'avions. Sauf que toutes les usines ont été bombardées. Elles sont toutes par terre. Et là, il se souvient qu'avant-guerre, il avait commandé une charpente métallique à un entrepreneur. Il va le voir. « Dites-moi, avez-vous toujours cette charpente que je vous ai commandée avant-guerre ?» Oui, il l'a toujours. Et donc Marcel achète un terrain près de l'aérodrome de Bordeaux, à Mérignac, et il se fait livrer sa charpente, et il se fait construire une usine flambant neuve. Et évidemment, son refus de collaborer avec les Allemands le rend très fréquentable. D'autres industriels ont vendu leur âme à l'ennemi, pas lui. Le général de Gaulle lui ouvre grand les bras. Et les communistes, qui lui ont sauvé la vie à Buchenwald, sont ses amis. Marcel Paul, qui était venu le voir dans le camp, est devenu ministre de la production industrielle. Un jour, Marcel reçoit un étrange coup de téléphone. Monsieur Bloch, pourriez-vous venir au ministère des déportés? Nous avons quelque chose pour vous. Il y va, et je lui laisse vous raconter la suite. Il se trouve qu'en 1939, pendant les vacances, j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles que j'ai mis dans mon portefeuille. Et puis la guerre est arrivée, je suis arrivé moi-même après à Buchenwald, et quand on arrive à Buchenwald, on vous fait laisser dans une pièce spéciale vos vêtements et tout ce qui vous appartient. Ce qu'il y a d'extrêmement curieux, c'est qu'étant eu la chance de revenir de déportation, me trouvant à Paris, quelques mois plus tard, j'ai été appelé au ministère des déportés et on m'a remis des objets m'appartenant et notamment mon portefeuille dans lequel était toujours ce trèfle à 4 feuilles. Dans la foulée, comme beaucoup de juifs qui veulent tourner la page, Marcel décide de changer de nom. Le 12 février 1949, il devient officiellement Marcel Dassault. Pourquoi Dassault ? Eh bien parce que c'était le pseudonyme de son frère dans la Résistance. Dassault, A-U-T. Lui rajoute juste un L, comme une aile d'avion.
Et il décide avec sa femme Madeleine que toute la famille se convertit au catholicisme. Et ainsi, Marcel Bloch, devenu Marcel Dassault, se fond dans la masse des Français. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà donc pour cette histoire racontée à grands traits. Bien sûr, peut-être que Olivier Dassault, vous avez des choses à nous dire en complément de tout ça. On pourrait peut-être d'ailleurs commencer par le dernier chapitre, ce changement de nom. Parce qu'évidemment, renoncer à un nom juif, aujourd'hui, ça paraît saugrenu. Est-ce que ça vous paraît aussi saugrenu à vous? Non, mais il y a des petites anecdotes qu'on peut pas tout raconter. Mais il avait été déçu par les siens, déçu par un juif qui, dans le camp où il portait un tricot de corps sous son costume rayé, parce qu'il était très sensible au froid, l'avait dénoncé. Il s'était dit, si c'est ça la solidarité, à quoi cela sert-il d'être juif? Et puis surtout, il s'était dit que l'histoire pouvait recommencer. Et il ne souhaitait pas que sa famille, que ses descendants vivent ce qu'il avait vécu. Alors, ça a été très bien résumé, le nom de patronyme, le nom de résistance de son frère, le général Paul Char Dassault, qui commandait les divisions des chars, a été d'abord associé à Bloch Dassault, et puis ensuite, il a eu l'autorisation de supprimer Bloch et de tirer un trait sur cette période de sa vie qu'il voulait oublier. Et d'ailleurs, dans le livre Le Talisman, il ne la raconte pas. Je me suis beaucoup inspiré pour raconter cette histoire, son autobiographie, parue en 70. Il en parle très peu, quasiment pas. Est-ce qu'il vous arrive, vous, Olivier Dassault, de regretter de ne pas vous appeler Olivier Bloch? Très franchement, non. Vos enfants, peut-être? Dassault est un très beau nom. Dassault est un nom, je ne dirais pas unique, mais presque. J'ai rencontré des Dessau, des Dussault. Je n'ai jamais rencontré qui n'existait pas. Oui. Et c'est un nom qui, effectivement, ça a été très joliment expliqué. Il a rajouté le L. Pour l'aile d'avion. Comme une aile d'avion. Il était resté juif, néanmoins. Est-ce qu'il dans le son disait cœur, Est-ce qu'il le disait? Est-ce qu'il en parlait? Non. Il ne voulait pas aborder cette discussion, cette période. Oui, il en parlait de temps en temps en disant que il fallait d'abord être français avant d'être une religion. Que c'était ça le plus important. Et il reprochait parfois aux Israélites, aux Juifs, d'être Juifs avant d'être Français, de vouloir se marier entre eux, de se fréquenter, etc. Oui, c'est le côté communautariste qui ne l'intéressait pas en réalité. Mais par contre, il respectait la pensée de chacun. Et la première femme n'était pas juive, mais si elle l'avait été, et que je l'aimais, que ça avait été ma décision, il ne m'en aurait pas voulu. Non, il a toujours respecté la foi des uns et des autres, mais c'est vrai qu'il voulait tirer un trait et se disant, si ça se reproduit un jour, il ne voulait pas que sa famille puisse en souffrir. Ma maman est juive, et on est juif de par sa mère, donc vous êtes juif. Son nom n'est plus Bloch, je le suis. Et je le suis au fond de mon cœur, mais vous savez... Mais religieusement, est-ce qu'ils sont devenus catholiques, véritablement? Est-ce que votre père, qui était enfant à l'époque, est devenu catholique? Et est-ce que vous-même, vous avez été éduqué dans la religion catholique? J'ai été éduqué dans la religion catholique, mais c'est un choix que j'ai fait volontairement à l'âge de 7 ans. Choix, disons que j'ai rencontré des bonnes sœurs, on m'a raconté l'histoire de Jésus, c'était des belles images, l'histoire de Marie. Et puis je l'ai fait mienne, et lorsqu'on est petit, et surtout lorsqu'on n'est pas en âge de parler, c'est le parrain ou la marraine qui répondent oui à votre place au moment du baptême. Et là, c'est moi qui ai répondu oui. Mais lui, Marcel, et votre père Serge, ils allaient à la messe? Alors non, pas vraiment. Et d'ailleurs, mon père, lui, ne s'est pas converti tout de suite. Il s'est converti beaucoup plus tard. Et pour la petite anecdote, je peux le raconter aujourd'hui, à une époque où il lui fallait aller dans des pays du Moyen-Orient, où c'était mieux vu d'avoir un certificat de baptême. Alors Olivier Dassault, moi j'adore la première séquence
D'abord la boîte d'expérience électrique. Oui. Et ensuite, cet intérêt pour l'avion qui s'éveille en voyant passer cet avion dans le ciel en octobre 1909. D'où ça vient, cet intérêt pour la technique, cette envie de devenir ingénieur? Est-ce qu'il y a un atavisme familial? Le père est médecin. Oui, le père est médecin, et effectivement, comme cela a été dit, il voulait que son fils soit médecin, de même que son beau-père, plus tard, voulait qu'il travaille dans les meubles, dans les bénisteries, dans le faubourg Saint-Antoine. Et quand effectivement il le laisse construire son hélice, il dit à ma grand-mère, qui était son épouse... Oui, parce qu'il a épousé, finalement, qu'est-ce que c'est que ce fou la fille de l'ébéniste. Oui, qui la fille construit de l'ébéniste, l'hélice. absolument. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais ce fou, il ferait mieux de s'occuper un peu des meubles que de s'occuper de l'hélice, et puis après, un jour, de construire un avion. Ingénieur de père en fils, mon père a suivi la voie. Non, mais que votre père ait suivi, d'accord, mais de lui, d'où ça lui vient? Si ce n'est peut-être l'intérêt pour la modernité, pour l'avenir. Il a toujours été intéressé par la technologie et par ce qui était nouveau. C'était un esprit très curieux. Et d'ailleurs, lorsqu'on a fondé Dassault Systèmes, il a trouvé ça un peu étrange, mais il y a cru. Ce rêve d'enfant qu'il avait certainement ancré en lui, finalement se concrétise quand il voit cet avion dans le ciel. Et il le dit lui-même, j'ai compris ce jour-là que ma destinée était dans les airs. Et faire voler le plus lourd que l'air, c'est-à-dire l'avion. Alors, arrive la guerre de 14, il est mobilisé, c'est-à-dire que sur le plan technique, il est engagé dans l'armée. Mais en vérité, il ne va pas à l'armée et il est affecté d'abord à ce bureau d'études et assez rapidement, il va exercer sa fonction de soldat mobilisé à travers la construction d'une entreprise à son nom qui va fabriquer des hélices. Là, il y a un truc qui est difficile à comprendre. Quel est son statut en vérité pendant la guerre de 14 ? Alors là, très franchement, je ne sais pas exactement quel était son statut, mais c'était un patriote et donc il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il n'a pas cherché à esquiver, à ne pas aller sur le front ou au combat. Je crois que ses supérieurs à l'époque ont considéré qu'il était plus utile à la France et à l'armée en faisant ce travail d'ingénieur. Et puis après, on ne peut pas construire tout seul. Même si on démarre comme un artisan, il faut construire une petite société. Et c'est ainsi ses premières usines. Mais ce qui est très beau, c'est cette histoire de cette commande de 1000 avions. À la fin de la guerre. À la fin de la guerre. Et juste c'est vraiment la preuve qu'on ne savait pas que l'armistice arrivait. Non. C'est vraiment la preuve. Ah oui, tout à fait. Et qui aurait pu être là, parce que avoir une commande de 1000 avions, pour l'époque, ça devait être absolument extraordinaire. Et puis avoir l'annulation de cette commande, ça devait être tout aussi dramatique et un peu le désespoir. Et c'est ainsi qu'il change de métier. Pendant la guerre, pour ne pas aller trop vite, il y a 2-3 petits épisodes comme ça. Le moment où il va attendre l'atterrissage des caudrons pour demander au pilote qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux améliorer. Le moment où il vole avec les pilotes chez Farman semble indiquer qu'il aime les usines. Il aime être là où ça se passe. Il aime être sur le terrain. Il n'est pas dans un bureau d'études avec du papier et un crayon. Il adorait être sur le terrain. Et c'est vrai que les débriefings des pilotes étaient sa grande aventure. C'était la continuité, la confirmation de ce qui allait bien, et puis la recherche de ce qui n'allait pas bien. Il était très très attentionné aussi auprès de ses pilotes. À l'époque, être pilote d'essai, c'était vraiment ouvrir le domaine de vol d'un avion, aller vers l'inconnu. Alors qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, la 3D, on arrive à faire beaucoup d'essais en simulation. Oui. Ce n'est plus la même histoire, c'est plus la même aventure. C'était donc risqué ce qu'il faisait, c'est remonter dans les Farman pour essayer les appareils les uns après les autres, c'était risqué. C'était tout à fait risqué. Il n'aimait pas trop cela, il était sensible des oreilles, et c'est d'ailleurs pour ça que, sur le fond, il n'a jamais piloté. Mais je me souviens toujours, lorsque j'ai fait le premier vol du Falcon 50 et la première traversée de l'Atlantique sur le prototype, il m'avait dit, mais est-ce que c'est bien raisonnable de faire cette traversée? Oui, donc il n'a jamais été pilote parce que il avait peur. Non, il n'avait pas peur. Mais là, en l'occurrence,
il ne voulait pas que son petit-fils prenne de risques. Et je lui ai répondu, mais est-ce que le fait que je fasse cette traversée, en partie pas tout seul, mais aux commandes, n'est-ce pas un signe de confiance formidable vis-à-vis de tes futurs clients sur ce premier avion qui va traverser l'Atlantique? Alors moi je trouve qu'il y a un coup de génie pendant cette guerre de 14, c'est qu'à fabriquer des hélices, il finit par connaître tous les avions de toutes les marques, parce qu'il est obligé pour fabriquer l'hélice, pour calculer sa taille, son diamètre, etc., de demander les spécifications de l'avion. Et au fond, il arrive à siphonner à tous les fabricants d'avions leur secret de fabrication. Oui, mais on disait même qu'il avait à l'intérieur de son par-dessus 1 centimètre et qu'il prenait les dimensions sur les autres avions. Mais il avait, comme vous l'avez dit très justement, ce génie de l'aéronautique, cette formidable intuition, invention, et au fond, sa grande phrase qu'il aimait à répéter, c'est qu'un avion pour bien voler devait être beau. Et c'est toujours ce qu'il a essayé de faire, ça a été son leitmotiv, et c'est vrai que encore aujourd'hui, nos avions, par rapport à la concurrence, je n'aurais pas la prétention de dire que ce sont les meilleurs du monde, mais ce dont je peux assurer, c'est qu'ils sont les plus beaux du monde. Alors on arrive à l'après-guerre, à cette période étonnante où au fond, n'ayant plus besoin de l'aviation pour se battre, pour faire la guerre, on ne voit pas d'autre utilité. Et donc en vérité, on renonce à l'avion, alors qu'il y a un développement civil, mais on ne l'entrevoit pas en 18. C'est absolument incroyable. On a du mal à le croire, ça. Oui. Que l'avion ayant été inventé, on n'imagine pas qu'il puisse demain transporter des passagers. Ouais. Et c'est ce qui est formidable, c'est que quand il se relance dans ce domaine, c'est pour transporter des blessés. C'est pour faire un avion sanitaire. Il y a un passage intéressant, c'est la nationalisation de sa société en 36 par le Front populaire. Moi, j'ai vu des interviews de lui disant « mais ça me pose aucun problème pourvu qu'on me laisse continuer à concevoir des avions ». Il était donc pas capitaliste, Marcel Dassault, en tout cas en 36. Il était très légitimiste et il répétait toujours que je me soumettrais à la volonté populaire. C'était sa grande phrase et c'est encore une phrase qu'il a répétée en 1981. Lorsqu'il était en tête des nationalisations. Mais il a très rapidement, c'était l'âme d'un pionnier et il avait aussi l'âme d'un capitaine d'industrie, d'un dirigeant. Et il aimait surtout non pas subir une commande, mais aller au-devant, créer le prototype qui était celui qui l'espérait allait être commandé. Il a fait énormément de prototypes, presque une trentaine dans toute sa vie, mais ils n'ont jamais été tous commandés. Sur le capitalisme, c'est que donc ça n'était pas l'argent. L'argent n'était pas le moteur. L'argent était un moyen de pouvoir continuer à réaliser ses rêves, continuer à fabriquer des avions. Et quand il les vendait, il réinvestissait dans l'outil de production ou dans la création d'un nouveau prototype. Je veux qu'on parle maintenant de l'attitude de votre grand-père pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce refus de collaborer avec les Allemands qui reviennent à plusieurs reprises, et lorsqu'il est en France, et lorsqu'il est à Drancy sur le point d'être envoyé à Buchenwald, et encore quand il est à Buchenwald, pour le tenter de le convaincre de collaborer. D'ailleurs, eux aussi, jusqu'au dernier moment, ils pensent qu'ils auront besoin de lui, alors qu'en vérité, la libération de la France a déjà commencé. C'est assez, c'est un passage assez étonnant. J'ai lu, pour écrire cette histoire, son livre Le Talisman, qui est donc son autobiographie publiée au tout début des années 70. Il dit les choses, mais alors avec une pudeur incroyable. Oui. On sent qu'il n'a pas envie de raconter tout ça vraiment. Tout à fait. Il avait tiré un trait dessus, sur cette période de sa vie. Je voudrais revenir sur un point, c'est ce camp où il est sauvé par un communiste. Et aujourd'hui encore, lorsque j'ai un face-à-face avec un communiste, ou dans ma circonscription, ou ailleurs, etc., je les désarçonne parce que je leur dis, vous savez, moi j'aime beaucoup les communistes, parce que je ne verrai jamais que c'est un communiste qui a sauvé la vie à mon grand-père. Alors, il a juste une petite précision, je ne crois pas qu'il se soit lui-même injecté le virus. Il a été mis par Marcel Paul à l'infirmerie, alors qu'il était pas en très grande forme, bien entendu, mais il n'était pas encore malade, et c'est à l'infirmerie qu'il attrape la diphtérie. Qu'il attrape la diphtérie. À aucun moment, la menace qui pèse sur sa famille, sur sa femme et ses enfants, ne pèse dans sa décision. C'était un héros. Il s'est conduit toute sa vie en héros.
Il a eu, avant d'être emporté dans les camps et dans le camp lui-même, une attitude héroïque. Il a toujours cru en son étoile, son destin, et il a pensé que les Allemands n'appliqueraient pas leurs menaces, car le jour où il touchait à sa famille, il savait que c'était fini pour eux, qu'il n'y avait plus aucune chance qu'ils fassent quoi que ce soit. Oui, on voit bien que jusqu'au bout, d'ailleurs, de la guerre, mais il espère qu'il va changer d'avis. Jamais je ne dirais qu'il aurait sacrifié sa famille par rapport à des menaces de collaboration. Mais il ne cède pas. Il ne cède pas. Non, il ne cède pas. Et ça, c'est tout à fait à son honneur. Et ce qui a valu, contrairement à d'autres constructeurs, pas d'avions, mais de voitures, je ne citerai pas, de ne pas être, d'avoir l'autorisation de créer à son retour des camps, de redémarrer une entreprise et une vie d'avionneur. L'aviateur, c'est celui qui pilote, l'avionneur, c'est celui qui construit. Et au fond, lorsque j'ai fait l'école de l'air, je l'ai fait par devoir, bien sûr, pour être ingénieur comme mon père et mon grand-père, mais aussi pour être pilote. Mais est-ce que vous savez pour quelle raison est-ce que les communistes ont ressenti la nécessité d'aller protéger Marcel Bloch à l'intérieur du camp de Buchenwald? Avant le Front populaire et au moment du Front populaire, mon grand-père avait toujours de très bonnes relations avec les syndicats. Il a toujours eu de très bonnes relations avec les communistes et il avait été le premier à faire la semaine de congés payés lorsque l'État a fait ensuite une semaine, 15 jours. Il a toujours été en avance et il donnait toujours plus que tous les autres à ses ouvriers. Il avait compris que les faire participer aux résultats de l'entreprise était quelque chose de bien sur le plan humain. C'était quelqu'un de très humain, qui avait beaucoup de cœur. Et c'était aussi quelqu'un qui avait compris qu'on ne faisait rien tout seul. Et donc les communistes... c'est parce qu'il était patron social, oui, patron que les communistes le sauvent. Oui, je pense. C'est une formidable morale, ça. Oui, c'est une belle morale. C'est-à-dire que on touche les dividendes du bien qu'on a fait à l'humanité à ce moment-là. Absolument. Mais je crois, vous savez, aujourd'hui encore, lorsqu'on fait du bien, ou lorsqu'on vous fait du bien, on s'en souvient. Et puis, lorsqu'on vous fait du mal, il faut l'oublier. Mais c'est une forme de réciprocité sans calcul de sa part. Et il a toujours été très attaché à avoir de bonnes relations avec ses ouvriers d'abord, avec les syndicats. Et moi, je n'aurais jamais une séquence où on a eu à une époque des grèves dures. Et là, je travaillais à ses côtés. J'étais au rond-point. Et les gens de la sécurité, descendez pas, monsieur Dassault, descendez pas, etc. Il me dit, mais si, je descends. Je n'ai pas aucune raison d'avoir peur de mes ouvriers. Et là, il me prend par le bras. Il me dit, tu vois, si on a peur de ses ouvriers, il faut faire un autre métier. Ouais. Formidable leçon, en tout cas. J'ai une dernière question à vous poser. Le trèfle à 4 feuilles, qu'il appelait son talisman, qui en a hérité? Le trèfle à 4 feuilles qui était dans son portefeuille est avec lui, dans son cercueil. Il est parti avec lui, mais nous avons tous, au fil des années, trouvé un trèfle à 4 feuilles. J'en ai même plusieurs, moi. Et parfois même, c'est des très jolis moments. J'ai eu un jour, dans ma circonscription, dans un village, un enfant qui est venu m'apporter il me dit, monsieur le député, j'ai un cadeau pour vous. Et il me donne ce trèfle à 4 feuilles. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui encore notre talisman, notre porte-bonheur. Familial. Et c'est même mes frères et sœurs et moi, notre emblème. Nous avons constitué un blog sur WhatsApp où nous communiquons tous ensemble et qui s'appelle le trèfle. Et le trèfle n'est fort que si les 4 feuilles restent accrochées à la tige. J'adore la fin de cette interview. Merci beaucoup. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.